L'épopée mandingue de Djibril Tamsirian, lecture du chapitre 1 au chapitre 3. Je vous invite à vous abonner si vous souhaitez ne pas rater les prochaines publications. Bonne écoute. Djibril Tamsirian s'est mis ici à l'écoute de l'Afrique traditionnelle. Les paroles qu'il nous propose sont des paroles de griot. Nous apprenons l'histoire de l'ancêtre du grand mandingue, celui qui, par ses exploits, surpassa Alexandre le Grand, l'histoire du fils du bœuf, du fils du lion, Sundiata, l'homme aux noms multiples, contre qui les sortilèges n'ont rien pu. Quelques explications. Le mandingue. Selon les traditionalistes, le mandingue primitif était constitué de 12 provinces. Après les conquêtes de Sundiata, le nombre de provinces s'est considérablement accru. Le mandingue primitif semble avoir été une confédération des principales tribus malinquées, Keita, Condé, Traoré, Camara et Koroma. Djoulkara Naïmi. Il s'agit d'Alexandre le Grand que l'islam appelle Djoulkar Naïm. Chez tous les traditionalistes des pays malinqués, la comparaison revient souvent entre Alexandre et Sundiata. On oppose l'itinéraire ouest-est du premier et l'itinéraire est-ouest du second. Buffle. Selon la tradition, la mère de Sundiata avait pour totem un buffle. Il s'agit du fabuleux buffle qui ravageait, dit-on, le pays de Do. Le lion est le totem, ancêtre des Keita. Ainsi, par son nom, Sundiata est fils du lion, par sa mère, fils du buffle. Sundiata ou l'épopée mandingue. Chapitre 1. La parole du griot Mamadou Kouyaté. Je suis griot, c'est moi Djelou Mamadou Kouyaté, fils de Bintou Kouyaté et de Djeli Kédion Kouyaté, maître dans l'art de parler. Depuis ces temps immémoriaux, les Kouyatés sont au service des princes Keïta du mandingue. Nous sommes les sacs à parole, nous sommes les sacs qui renferment des secrets, plusieurs fois séculaires. L'art de parler n'a pas de secret pour nous. Sans nous, les noms des rois tomberaient dans l'oubli. Nous sommes la mémoire des hommes. Par la parole, nous donnons vie aux faits et gestes des rois devant les jeunes générations. Je tiens ma science de mon père Djeli Kédion, qui la tient aussi de son père. L'histoire n'a pas de mystère pour nous. Nous enseignons au vulgaire ce que nous voulons bien lui enseigner. C'est nous qui détenons les clés des 12 portes du mandingue. Je connais la liste de tous les souverains qui se sont succédés au trône du mandingue. Je sais comment les hommes noirs se sont divisés en tribus, car mon père m'a légué tout son savoir. Je sais pourquoi tel s'appelle Camara, tel Keïta, tel autre Sidibé ou Traoré. Tout nom a un sens, une signification secrète. J'ai enseigné à des rois l'histoire de leurs ancêtres afin que la vie des anciens leur serve d'exemple, car le monde est vieux, mais l'avenir sort du passé. Ma parole est pure et dépouillée de tout mensonge. C'est la parole de mon père, c'est la parole du père de mon père. Je vous dirai la parole de mon père telle que je l'ai reçue. Les griots de rois ignorent le mensonge. Quand une querelle éclate entre tribus, c'est nous qui tranchons le différend, car nous sommes les dépositaires des serments que les ancêtres ont prêtés. Écoutez ma parole, vous qui voulez savoir. Par ma bouche, vous apprendrez l'histoire du mandingue. Par ma parole, vous saurez l'histoire de l'ancêtre du grand mandingue, l'histoire de celui qui, par ses exploits, surpassa Djoulkara Niami, Alexandre le Grand, que l'islam appelle Djoulkar Naïm, celui qui, depuis l'Est, rayonna sur tous les pays d'Occident. Écoutez l'histoire du fils du buffle, du fils du lion. Je vais vous parler de Magan Sanjota, de Marijata, de Sogolandjata, de Naremaganjata, l'homme aux noms multiples contre qui les sortilèges n'ont rien pu. Les premiers rois du mandingue, chapitre 2. Écoutez donc, fils du mandingue, enfants du peuple noir, écoutez ma parole, je vais vous entretenir de Sundiata, le père du clair pays, du pays de la savane, l'ancêtre de ceux qui tendent les arcs, le maître des 100 rois vaincus. Je vais parler de Sundiata, Mandindiara, lion du mandingue, Sogolon Diata, fils de Songolon, Naremanga Diota,
fils de Naremonga, Sogo, Sambon, Salaba, héros aux noms multiples. Je vais vous parler de Sundiata, celui dont les exploits étonneront longtemps encore les hommes. Il fut grand parmi les rois, il fut incomparable parmi les hommes, il fut aimé de Dieu car il était le dernier des grands conquérants. Tout au début donc, le Mandingue était une province des rois Bambara. Ceux qu'on appelle aujourd'hui Manika, habitants du Mandingue, ne sont pas autochtones, ils viennent de l'Est. Bilali Bounama, l'ancêtre des Keïta, était fidèle serviteur du prophète Mahamoudou, que la paix de Dieu soit sur lui. Bilali Bounama eut 7 fils, l'aîné Lawolo, parti de la ville sainte et vint s'établir au Mandingue. Lawolo eut pour fils Latal Kalabi. Latal Kalabi eut pour fils Damal Kalabi, qui eut pour fils Lialatul Kalabi. Lialatul Kalabi fut le premier prince noir à venir faire le pèlerinage à la Mecque. Au retour, il fut pillé par ces brigands du désert. Ces hommes furent dispersés. Certains moururent de soif, mais Dieu sauva Lialatul Kalabi, car c'était un homme droit. Il invoqua le Tout-Puissant et les djinns apparurent et le reconnurent comme roi. Après 7 années d'absence par la grâce d'Allah Tout-Puissant, le roi Lialatul Kalabi put retourner au Mandingue où personne ne l'attendait plus. Lialatul Kalabi eut 2 fils, l'aîné Kalabi Bamba et le cadet Kalabi Doman. L'aîné choisit le pouvoir royal et il régna. Le cadet préféra la fortune, la richesse et il devint l'ancêtre de ceux qui vont de pays en pays chercher fortune. Kalabi Bamba eut pour fils Mamadi Kani. Mamadi Kani fut un roi chasseur comme les premiers rois du Mandingue. C'est Mamadi Kani qui inventa le simbon ou sifflet de chasseur. Il entra en communication avec les génies de la forêt et de la brousse. Celle-ci n'avait pas de secret pour lui. Il fut aimé de Kondolo Nisane. Ses disciples étaient si nombreux qu'il les constitua en une armée qui devint redoutable. Il les réunissait souvent dans la brousse et leur enseignait l'art de la chasse. C'est lui qui révéla aux chasseurs les feuilles médicinales qui guérissaient les blessures et les maladies. Grâce à la force de ses disciples, il devint roi d'un vaste pays. Avec eux, Mamadi Kani conduit tout le pays qui s'étend depuis le Sokorani jusqu'au Bouré. Mamadi Kani eut 4 fils, Kani Simbon, Kani Nyogo Simbon, Kibala Simbon et Simbon Bamari Tanyoko Kelen. Ils furent tous initiés à l'art de la chasse et méritèrent le titre de Simbon. C'est la descendance de Bamari Tanyago Kelen qui devint le pouvoir. Il eut pour fils Bali Néné, qui eut pour fils Bello, qui eut pour fils Bello Bacon, qui eut pour fils Magnankon Fata, dit Frako Magnankekou, Magnan le Beau. Magnankon Fata était le père du grand Sundiata. Magnankon Fata eut 3 femmes et 6 enfants, 3 garçons et 3 filles. Sa première femme s'appelait Sassouma Berete, fille d'un grand marabout. Elle fut la mère du roi Donkara Toumon et de la princesse Nana Triban. La seconde femme, Sogolon Kedjou, est la mère de Sundiata et de 2 princesses, Sogolon Kolonkon et Sogolon Djamaru. La troisième femme est une Kamara, elle s'appelait Namandje, elle fut la mère de Mandingori ou Manding Bakari, qui fut le meilleur ami de son frère Sundiata. Chapitre 3. La femme buffle. Magnankon Fata, le père de Sundiata, était réputé par sa beauté dans tout le pays, mais c'était aussi un bon roi aimé de tout le peuple. Dans sa capitale, Niba, il aimait souvent s'asseoir au pied du grand fromager qui dominait son palais de Kanko. Magnankon Fata régnait depuis longtemps. Son fils aîné, Donkara Toumon, avait déjà 10 ans et venait souvent s'asseoir sur la peau de bœuf près de son père. Or, donc, un jour que le roi, comme à son habitude, s'était installé sous le fromager entouré de ses familiers, il vit venir vers lui un homme habillé en chasseur. Il portait le pantalon serré des favoris
de Kondolo, Nisané, sa blouse cousue de cori indiquait qu'il était maître dans l'art de la chasse. Toute l'assistance se tourna vers l'inconnu, dont l'arc poli par l'usage brillait au soleil. L'homme avança jusqu'au devant du roi, qu'il reconnut au milieu de ses courtisans. Il s'inclina et dit « Je te salue, roi du Mandingue, je vous salue tous du Mandingue. Je suis un chasseur à la poursuite du gibier, je viens du Sangaron, une biche intrépide m'a guidé jusqu'au mur de Nyaniba. Par la baraka de mon maître, grand Simbon, mes flèches l'ont touché, elle gît non loin de vos murs. Comme cela se doit, ô roi, je viens t'apporter ta part. » Il sortit un gigot de son sac de cuir. Alors Nyankoumandoua, le griot du roi, se saisit du gigot et dit « Étranger, qui que tu sois, tu seras l'hôte du roi, car tu es respectueux des coutumes. Viens prendre place sur la natte à nos côtés. » Le roi est content car il aime les hommes droits. Le roi approuva de la tête et tous les courtisans approuvèrent. Le griot reprit sur un ton plus familier. « Toi qui viens du Sangara vers des pays de Kondolo, Nisané, toi qui as eu sans doute un maître plein de science, veux-tu nous ouvrir ton sac de savoir? Veux-tu nous instruire par ta parole? Car sans doute tu as visité plusieurs pays. » Le roi, toujours muet, approuva de la tête. Un courtisan ajouta « Les chasseurs du Sangaron sont les meilleurs devins. Si l'étranger veut, nous pourrons beaucoup apprendre de lui. » Le chasseur vint s'asseoir près de Nyankoumandoua, qui lui céda un bout de natte. Il dit « Griot du roi, je ne suis pas de ces chasseurs dont la langue est plus habile que le bras. Je ne suis pas un raconteur de bonnes aventures. Je n'aime pas abuser de la crédulité des braves gens, mais grâce à la science que mon maître m'a enseignée, je puis me vanter d'être devin parmi les devins. » Il sortit de son sassa un sac de chasseur, 12 coris qu'il jeta sur la natte. Le roi et tout son entourage s'étaient tournés vers l'étranger qui malaxait de sa rude main les 12 coquillages luisants. Nyankouman fit discrètement remarquer au roi que le devin était gaucher. La main gauche est la main du mal, mais dans les arts divinatoires, on dit que les gauchers sont les meilleurs. Le chasseur murmurait tout bas des paroles incompréhensibles, sa main tournait et retournait les 12 coris qui prenaient des positions différentes, qu'il méditait longuement. Soudain, il leva les yeux sur le roi et dit « Ô roi, le monde est plein de mystères, tout est caché, on ne connaît que ce que l'on voit. Le fromager sort d'un grain minuscule, celui qui défie les tempêtes ne pèse dans son germe pas plus qu'un grain de riz. Les royaumes sont comme les arbres, les uns seront fromagers, les autres resteront nains, et les fromagers puissants les couvrira de son ombre. Or, qui peut reconnaître dans un enfant un futur grand roi? Le grand sort du petit. La vérité et le mensonge ont été à la même mamelle. Rien n'est certain, mais roi, je vois là-bas venir 2 étrangers vers ta ville. » Il se tut et regarda du côté de la porte de la ville pendant un moment. Toute l'assistante, muette, se tourna vers la porte. Le devin revint à ses coris. D'une main habile, il les fit jouer dans sa pomme et les jeta. « Roi du Mandingue, le destin marche à grands pas. Le Mandingue va sortir de la nuit. Nyaniba s'illumine, mais quelle est cette lumière qui vient de l'Est? » « Chasseur, fit Nyankouman, tes paroles sont obscures. Rends-nous accessibles à ton langage. Parle le langage clair de ta savane. »« J'arrive, griot. Écoutez mon message. Écoute, roi. Tu as régné sur le royaume que t'ont légué tes ancêtres. Tu n'as pas d'autre ambition que de transmettre ce royaume intact, sinon agrandi à tes descendants. Mais Beau Magnon, ton héritier, n'est pas encore né. Je vois venir vers ta ville 2 chasseurs. Ils viennent de loin et une femme les accompagne. Oh, cette femme, elle est laide, elle est affreuse. Elle porte sur le dos une bosse qui la déforme. Ses yeux exorbitants semblent posés sur son visage. Mais ô mystère des mystères, cette femme, roi,
Tu dois l'épouser, car elle sera la mère de celui qui rendra le nom du mondain immortel à jamais. L'enfant sera le 7e astre, le 7e conquérant de la terre. Il sera plus puissant que Julukara Nyami, mais roi, pour que le destin conduise cette femme jusqu'à toi, un sacrifice est nécessaire. Tu immoleras un taureau rouge, car le taureau est puissant. Quand son sang imbibera la terre, rien ne s'opposera plus à l'arrivée de ta femme. Voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire, mais tout est entre les mains du Tout-Puissant. Le chasseur ramassa ses coris et les rangea dans son sassa. Je ne suis qu'un passant, roi du mandingue. Je retourne au Sangara. Adieu. Le chasseur disparut, mais ni le roi Narémanian, ni son griot Nyankamunian n'oublièrent les paroles prophétiques. Les devins voient loin, leur parole n'est pas toujours pour l'immédiat. L'homme est pressé et le temps est long, mais chaque chose a son temps. Un jour donc, le roi et sa suite étaient encore sous le grand fromager, dévisant comme d'habitude. Soudain, leurs regards furent attirés par des étrangers qui entraient dans la ville. La petite cour du roi, comme stupéfaite, regardait. 2 jeunes chasseurs, beaux et de belle allure, marchaient, précédés par une jeune fille. Ils se dirigeaient vers la cour. Les 2 hommes portaient à leurs épaules des arcs d'argent qui brillaient. Celui qui semblait le plus jeune des 2 marchait avec l'assurance d'un maître Saint-Bon. Quand les étrangers furent à quelques pas du roi, ils s'inclinèrent et le plus âgé parla ainsi. Nous saluons le roi Narémanian Konfata et son entourage. Nous venons du pays de Do, mais mon frère et moi sommes du Mandingue. Nous sommes de la tribu des Traoré. La chasse et l'aventure nous ont conduits jusqu'au lointain pays de Do, où règne le roi Do Mansa Nyemo Diara. Je m'appelle Hulamba et mon frère Olani. La jeune fille est de Do, nous l'apportons en présent au roi, car mon frère et moi l'avons juré digne d'être la femme du roi. Le roi et son entourage essayaient vraiment de dévisager la jeune fille. Elle se tenait agenouillée, la tête baissée. Elle avait laissé volontairement son foulard prendre devant son visage. Si la jeune fille arrivait à cacher son visage, elle n'arrivait pas toutefois à camoufler la bosse qui déformait ses épaules et son dos. Elle était laide, d'une laideur robuste. On voyait ses bras musclés et ses seins gonflés, poussant fermement le solide pagne de cotonnade noué jusque sous l'aisselle. Le roi la considéra un moment et le beau Magnon détourna la tête. Il fixa longuement Nyankoumon, puis baissa la tête. Le griot comprit tout l'embarras du souverain. Vous êtes les hôtes du roi, chasseurs, nous vous souhaitons la paix dans Nyaniba. Tous les fils du mandingue ne font qu'un, mais venez vous asseoir. Désaltérez-vous et racontez au roi à la suite de quelle aventure vous êtes parti de dos avec cette jeune fille. Le roi approuva d'un signe de tête. Les 2 frères se regardèrent et sur un signe du plus âgé, le plus jeune s'avança vers le roi. Il déposa à terre la calebasse d'eau fraîche qu'un serviteur lui avait apportée. Le chasseur dit « Après des grandes moissons, mon frère et moi sommes partis du village pour chasser. C'est ainsi que la poursuite du gibier nous a conduits jusqu'aux approches du pays de Do. Nous rencontrâmes 2 chasseurs, l'un était blessé. Nous apprîmes par eux qu'un bœuf extraordinaire désolait les campagnes de Do. Chaque jour, il faisait des victimes et après le coucher du soleil, personne n'osait plus sortir des villages. Le roi Do Mansa Nyemo Diara avait promis les plus belles récompenses aux chasseurs qui tueraient le bœuf. Nous décidâmes donc aussi de tenter la fortune, et c'est ainsi que nous pénétrâmes dans le pays de Do. L'œil vigilant, nous avancions avec précaution, quand au bord d'une rivière, nous aperçûmes une vieille femme. Elle pleurait, se lamentait, tenaillée par la faim. Aucun passant n'avait daigné jusque-là s'arrêter auprès d'elle. Elle nous pria, au nom du Tout-Puissant, de lui donner à manger. Touchée par ses pleurs, je m'approchai et tirai de mon sassa quelques morceaux de viande séchée. Quand elle eut bien mangé, elle dit
Chasseur, Dieu te rend l'aumône que tu m'as faite. Nous nous apprêtions à partir quand elle m'arrêta. Je sais, dit-elle, que vous allez tenter votre chance contre le buffle de dos, mais sachez que bien d'autres avant vous ont trouvé la mort dans leur témérité, car les flèches sont impuissantes contre le buffle. Mais, ô jeune chasseur, ton cœur est généreux et c'est toi qui seras vainqueur du buffle. Je suis le buffle que tu cherches, ta générosité m'a vaincu. Je suis le buffle qui désole d'eau. J'ai tué 107 chasseurs, j'en ai blessé 77 chaque jour. Je tue un habitant de dos. Le roi Niemo Diara ne sait plus à quel génie porter ses sacrifices. Tiens, jeune homme, prends cette quenouille, prends l'œuf que voici, va dans la plaine de Warantamba où je broute les récoltes du roi. Avant de te servir de ton arc, tu me viseras 3 fois avec cette quenouille. Ensuite, tu tireras l'arc. Je serai vulnérable à ta flèche. Je tomberai, me relèverai. Je te poursuivrai dans la plaine sèche. Tu jetteras derrière toi l'œuf que voici. Un grand bourbier naîtra où je ne pourrai pas avancer. Alors, tu m'achèveras. Pour preuve de ta victoire, tu couperas la queue du bœuf qui est d'or. Tu la porteras au roi et tu exigeras la récompense qu'il t'est due. Moi, j'ai fait mon temps, j'ai puni mon frère, le roi de dos, qui m'avait privé de ma part d'héritage. Fou de joie, je me saisis de la quenouille et de l'œuf. La vieille femme m'arrêta d'un geste et dit « Il y a une condition, chasseur. »« Laquelle ?» dis-je, impatient. « Le roi promet la main de la plus belle fille de dos au vainqueur. Quand tout le peuple de dos sera rassemblé et qu'on te dira de choisir celle que tu veux pour femme, tu chercheras dans la foule, tu trouveras assise à l'écart, sur un mirador, une jeune fille très laide, plus laide que tous ceux que tu peux imaginer. C'est elle que tu dois choisir. On l'appelle Sogolon Keju ou Sogolon Gontoudou, car elle est bossue. Tu la choisiras, c'est elle mon double. Elle sera une femme extraordinaire si tu arrives à la posséder. Promets-moi de la choisir, chasseur. Je jurai solennellement entre les mains de la vieille femme. Nous reprîmes notre chemin. La plaine de Warantamba était à une demi-journée de là. En route, nous vîmes des chasseurs qui fuyaient et nous regardaient, tous ébahis. Le bœuf était à l'autre bout de la plaine. Quand ils nous aperçurent, il fonça sur nous, les cornes menaçantes. Je fis comme avait dit la vieille, et je le tuai. Je lui coupai la queue, et nous rentrâmes dans la ville de Do à la nuit tombée, mais nous ne nous présentâmes devant le roi que le matin. Le roi fit abattre les tambours. Avant le milieu du jour, tous les habitants du pays furent réunis sur la grande place. On avait déposé le corps mutilé du bœuf au milieu de la place. La foule délirante l'injuriait tandis que nos noms étaient chantés en 1000 refrains. Quand le roi parut, un silence profond se répandit sur la foule. J'ai promis la main de la plus belle fille de dos au valeureux chasseur qui nous débarrassera du fléau qui nous accablait. Le bœuf de dos est mort et voici le chasseur qui l'a tué. Je tiens ma parole, chasseur, voici toutes les filles de dos, fais ton choix. Et la foule approuva par un grand hurrah. Les filles de dos portaient toutes ce jour-là leur habit de fête. L'or brillait dans tous les cheveux et les poignets fragiles, pliés sous le poids de leurs bracelets d'argent. Jamais place ne réunit tant de beauté. Fier, avec mon carquois au dos, je passais crânevement devant les belles filles de dos qui me souriaient de leurs dents blanches comme le riz du mandingue. Mais je me souvenais des paroles de la vieille femme. Je fis plusieurs fois le tour du grand cercle. J'aperçus enfin à l'écart, sur un mirador, Sogolon Keju. Je fendis la foule, je pris Sogolon par la main et l'entraînai au milieu du cercle. La montrant au roi, je dis « Ô roi Niemo Diara, voici celle que j'ai choisie parmi les jeunes filles de dos. Voici celle que je voudrais pour femme. » Le choix était si paradoxal que le roi ne put s'empêcher de rire. Alors ce fut un rire général. Les gens se tordaient de rire, on me prit pour un fou et je devins un héros ridicule. Il faut être de la tribu des Traoré pour agir de la sorte, disait-on dans la foule. Et c'est ainsi que mon frère et moi quittâmes Do le même jour sous la raillerie des Condés.
Le beau Magnon, le roi Narémagnon, voulut célébrer son mariage avec toutes les formalités coutumières afin que les droits du fils à naître ne puissent être contestés par personne. Les deux chasseurs furent considérés comme parents de Sogolon et c'est à eux que Nyamakundia porta les noix de cola traditionnelles en accord avec les chasseurs. On fixa le mariage au premier mercredi de la nouvelle lune. Les 12 villages du vieux Mandingue, tous les peuples alliés furent mis au courant et à la date choisie, des délégations affluèrent de tous côtés vers Niani, la ville de Magnankon Fata. Sogolon avait été logé chez une vieille tante du roi. Depuis son arrivée à Niani, elle n'était jamais sortie. Tout le monde voulait voir la femme pour qui Narémagnon faisait un si pompeux mariage. On savait qu'elle n'était pas belle, mais la curiosité était éveillée chez tout le monde. Déjà 1000 anecdotes circulaient, la plupart lancées par Samoussa Bérété, la première femme du roi. Dès l'aube, les tambours royaux de Niani annonçaient la fête. La ville se réveilla au bruit des tam-tams qui se répandaient de quartier en quartier. La voix des griots s'élevait au milieu des foules, chantant les louanges du roi Narémagnon. Chez la vieille tante du roi, la coiffeuse de Niani tressait les cheveux de Sogolon Kedju. Étendue sur une natte, la tête posée sur les jambes de la coiffeuse, elle pleurait doucement et les sœurs du roi, selon la coutume, venaient la rayer. « Voici ton dernier jour de liberté, désormais tu seras notre femme. Fais tes adieux à ta jeunesse, ajoutait une autre. Tu n'iras plus danser sur la place et je te ferai admirer par les garçons. Fini la liberté, ma belle, ajouta une troisième. Sogolon ne disait mot. De temps en temps, la vieille coiffeuse disait « Allons, cesse de pleurer, c'est une autre vie qui commence. Tu sais, elle est plus belle que tu ne le crois. Tu seras mère et tu connaîtras la joie d'être reine au milieu de tes enfants. Allons, ma fille, n'écoute pas les méchancetés de tes belles-sœurs. » Devant la case, les griottes des princesses chantaient le nom de la jeune mariée. Pendant ce temps, la fête battait son plein devant l'enceinte du roi. Chaque village était représenté par une troupe de danseurs et de musiciens. Au milieu de la cour, les anciens sacrifiaient des bœufs que des serviteurs dépeçaient, tandis que de lourds vautours, perchés sur le grand fromager, suivaient des yeux cette hécatombe. Assis devant son palais, Narémagnon écoutait au milieu de ses courtisans la musique grave du bolon. Doua, debout au milieu des notables, tenait à la main sa grande lance. Il chantait l'hymne des rois du Mandingue. Partout dans le village, on chantait, on dansait. Les membres de la famille royale, comme cela se doit, manifestèrent leur joie par des distributions de grains, d'habits et même d'or. Même la jalouse Sassouna Bérété prit part à cette générosité. Entre autres, elle distribua aux griottes 2 beaux pagnes. Et le soir descendait, le soleil s'était caché derrière la montagne. C'était l'heure où le cortège nuptial se formait devant la case de la tante du roi. Les tam-tams s'étaient tus. Les vieilles femmes parentes du roi avaient lavé et parfumé Sogolon. On l'habilla tout de blanc avec un grand voile sur la tête. Sogolon marchait la première, tenue par 2 vieilles femmes. Les parents du roi suivaient et derrière le chœur des jeunes filles de Niani chantait le chant du départ de la mariée. Elles rythmaient leurs chansons de battement de main. Sur la distance qui séparait la maison de la tente du palais, les villageois et les invités s'étaient alignés pour voir passer le cortège. Quand Sogolon fut arrivé au seuil du vestibule du roi, un des jeunes frères de celui-ci l'enleva vigoureusement de terre et l'emporta en courant vers le palais, tandis que la foule poussait des hurrahs. Les femmes dansèrent longtemps encore devant le palais du roi, et après quelques générosités des membres de la famille royale, la foule se dispersa, tandis que la nuit se faisait noire. Elle sera une femme extraordinaire si tu arrives à la posséder. C'étaient les paroles de la vieille femme de dos, mais le vainqueur du bœuf n'avait pu vaincre la jeune fille. C'est après coup seulement que Oulani et Oulamba, les 2 chasseurs, pensèrent à donner Sogolon au roi du Mandingue. La nuit, donc, Narémagnon voulut accomplir son devoir d'époux. Sogolon repoussa les attaques du roi. Celui-ci persista, mais ses efforts furent vains, et le matin, de bonne heure,
Doua trouva le roi anéanti comme un homme qui a subi une grande défaite. « Qu'y a-t-il, mon roi ?» fit le griot. « Je n'ai pas pu la posséder. D'ailleurs, elle m'effraie, cette jeune fille. Je doute même qu'elle soit un être humain. Quand je l'approchais la nuit, son corps se couvrait de longs poils et cela m'a fait très peur. La nuit durant, j'ai invoqué mon double, mais il n'a pas pu maîtriser celui de ce Golan. Tout le jour, le roi ne parut pas. Doua était seul à entrer et à sortir du palais. Tout Niani semblait intrigué. Les vieilles femmes accoururent de bonne heure chercher le pagne de virginité avait été discrètement éconduite, et cela dura une semaine. Narémanian avait demandé vainement conseil à quelques grands sorciers. Toutes les recettes furent impuissantes à maîtriser le double de Sogolon. Or, une nuit, quand tout dormait, Narémanian se leva. Il décrocha son sassa du mur, s'étant assis au milieu de la case. Il répandit à terre le sable que le sassa contenait. Le roi se mit à tracer des signes mystérieux dans le sable. Il traçait, effaçait, recommençait. Sogolon se réveilla. Elle savait que le sable parle et elle était bien intriguée de voir le roi si absorbé en pleine nuit. Narémanian s'arrêta de tracer des signes. La main sous le menton, il semblait méditer le sens des signes. Soudain, il se leva, bondit sur son sabre, suspendu au-dessus de son lit, et il dit « Sogolon, Sogolon, réveille-toi !» Un songe m'a réveillé dans mon sommeil. Le génie protecteur du roi du Mandingue m'est apparu. Je me suis mépris sur le sens des paroles du chasseur qui t'a conduite jusqu'à moi. Le génie m'a révélé le véritable sens. Sogolon, je dois te sacrifier à la grandeur de ma mission. Le sang d'une vierge de la tribu des Condés doit être versé, et c'est toi, la Vierge Condé, que le destin a conduit sous mon toit. Pardonne-moi, mais je dois accomplir ma mission. Pardonne à la main qui va répandre ton sang. Non, non, pourquoi moi? Non, je ne veux pas mourir. Inutile, dit le roi, ce n'est pas moi qui l'ai décidé. D'une main de fer, il saisit Sogolon par les cheveux, mais la peur avait été si forte que la jeune fille s'était évanouie. Elle s'était évanouie, figée dans son corps humain, son double n'était plus en elle, et quand elle se réveilla, elle était déjà femme. Cette nuit-là, Sogolon conçut. Donc là, nous sommes à la fin du chapitre 3. Je vous remercie pour votre écoute et je vous invite à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines publications. À très bientôt. Bye bye.